Salut les devs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo de cette suite de tutoriels PHP sur la création d'un blog. Dans la vidéo précédente, nous nous étions intéressés à l'installation de l'environnement de développement. Si vous avez loupé cette étape, je vous invite à visionner la vidéo précédente avant de suivre la suite. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la création des fondements de notre application, de notre blog, avec la création de l'architecture en s'inspirant du modèle MVC et la création de la base de données. On va commencer par l'architecture. On s'était quitté lors de la dernière vidéo sur la création d'un fichier index.php dans lequel nous avions mis un petit écho pour afficher Hello World. On va créer un dossier dans ce dossier public qui va s'appeler CSS et qui contiendra tous nos fichiers CSS. On va encore créer un dossier dans le dossier public qui va s'appeler Images, qui contiendra toutes nos images. Et dans le répertoire principal, on va créer un nouveau dossier qui va s'appeler app, qui contiendra tous les fichiers de notre application. Dans ce dossier, on va créer un premier dossier qu'on va appeler db pour database, et qui contiendra les différents fichiers de création et de remplissage de notre base de données. Ensuite, on va créer un deuxième dossier qu'on va appeler modèle, qui contiendra tous les modèles de l'application. Et enfin, on crée un troisième dossier qui va s'appeler Views et qui contiendra toutes les vues de notre application. Et voilà, on a la base de notre architecture. Il va nous manquer encore quelques composants, en l'occurrence Composer. Donc si vous n'avez jamais entendu parler de Composer, Composer c'est un gestionnaire de dépendance. Et Composer c'est très pratique, ça vous permet de charger automatiquement les différentes dépendances, donc les packages qui regroupent un certain nombre de fonctions qui apportent des fonctionnalités à votre site web et vous permettent de les charger de base dans votre site automatiquement, car elles sont nécessaires au fonctionnement de votre application. Donc pour commencer à travailler avec Composer, c'est très simple, on va se rendre sur internet et on va taper Composer pour aller sur le site de Composer, donc getcomposer.org. Et sur Composer, on va cliquer sur Download. On a plusieurs possibilités pour installer Composer, soit on passe en ligne de commande, soit on télécharge l'exécutable. Donc on va télécharger l'exécutable. On enregistre le fichier, il se télécharge. Une fois que le téléchargement est effectué, vous avez juste à cliquer pour lancer l'installation. Installer pour tous les utilisateurs, ce qui est recommandé. On accepte. Et donc, il vous propose d'installer en développeur mode. Nous, on va rester en mode classique. Ensuite, il demande où se trouve notre dossier PHP. Donc, on peut changer cette destination en la recherchant, mais je vais laisser la destination de base car c'est la bonne. Et enfin, il nous propose d'utiliser un proxy, mais là, c'est pas le cadre de cette formation, donc on va passer. Et voilà, l'installation de Composer est terminée. Maintenant, il va falloir l'initialiser dans notre projet. Donc pour ce faire, on va retourner sur dans notre dossier. On va créer un nouveau terminal. Et on va taper la commande Composer. Et avant ça, j'allais oublier une étape. Vous devez créer un fichier d'abord dans votre répertoire principal. Un fichier JSON, donc composer.json, dans lequel, pour commencer à travailler Composer, vous devez mettre des accolades ouvertes et fermées pour avoir la syntaxe d'un fichier JSON correcte sans erreur. Une fois que ce fichier est créé, vous pouvez taper la commande composer install. Automatiquement, les différents fichiers nécessaires vont se télécharger et on se retrouve avec un nouveau dossier vendor avec un dossier à l'intérieur Composer qui récupère les différents éléments nécessaires au fonctionnement de Composer et un fichier autoload.php auquel nous ferons référence pour charger les différentes dépendances de notre application. Donc on peut dès à présent connecter l'autoloader en allant dans l'index. On peut mettre un petit commentaire, autoload, voilà. Et donc on va devoir effectuer un require du fichier qui se trouve non pas dans le dossier public, donc on doit sortir du dossier public, donc grâce aux deux points en chemin, / et on se rend dans le dossier vendor,
/autoload.php. Et grâce à cette petite ligne, on va pouvoir charger automatiquement les différentes dépendances à partir du moment où nous les aurons installées. Petit aparté, si jamais vous avez des problèmes ou certaines choses sur lesquelles vous bloquez dans le tutoriel, n'hésitez pas à me dire ça directement dans les commentaires et je ferai le maximum pour essayer de vous débloquer. Maintenant que l'architecture de notre application est terminée, on va pouvoir passer à la création de la base de données. Première étape, on va se rendre sur notre application de gestion de base de données, donc php-myadmin, pour créer une base de données. On tape php-myadmin et ensuite on se connecte sur le serveur MySQL et par défaut l'utilisateur c'est root et il n'y a pas de mot de passe. On exécute et la première chose qu'on va faire c'est définir un mot de passe car un compte superadmin sans mot de passe peut générer des erreurs lors de la connexion à la base de données. Donc on se rend sur notre compte utilisateur, on édite les privilèges, on va modifier le mot de passe et on va mettre un mot de passe bateau 4.0 et on sauvegarde. On va pouvoir créer notre base de données. Donc on clique sur nouvelle base de données, on se reconnecte et on peut créer la base de données blog db tthd. On utilise le jeu de caractères par défaut UTF-8MB4 qui est le nouveau jeu de caractères par défaut pour MySQL depuis la version 8. On crée notre base de données. Et maintenant, on va créer les différentes tables de la base de données grâce à des scripts PHP. On va pouvoir retourner sur l'éditeur. Et la première chose qu'on va créer, c'est un fichier dans le dossier DB pour se connecter à notre base de données. Donc pour se connecter à la base de données, on va utiliser PDO, qui signifie PHP Data Object, et c'est la manière conventionnelle de se connecter à une base de données en 2020. Donc la première chose à faire, ça va être de stocker des informations dans des valeurs. Donc on va créer une variable, on va stocker des informations dans des variables. Donc une variable host, qui va être localhost. Une deuxième variable db, qui sera blog db tthd. Ensuite, une variable user avec en valeur root une variable password psw avec mot de passe 000. Ensuite, une variable port pour spécifier le port à utiliser et par défaut avec pomp, vous avez cette information en cliquant sur l'icône vert dans MySQL. Et vous avez le port utilisé par MySQL, c'est le 3308. Et on doit également définir le jeu de caractères par défaut, le char7, et donc nous c'est UTF-8MB4. On va stocker toutes ces informations, enfin une partie de ces informations dans une variable DSN, qui est l'abréviation de Data Source Name. Et dedans, on va mettre entre guillemets doubles, cette fois, pour pouvoir toujours utiliser nos variables et qu'elles soient remplacées. Donc MySQL, la première information c'est l'autre, donc host égale $host. Et on va séparer ça, on va séparer les suivants par un point virgule. Sans espace, on ajoute dbname égale $db port égale $port et enfin char7 égale $char7. Et voilà, on a notre variable DSN. Dernière information à avoir, c'est les différentes options qu'on stockera dans un tableau. Et ça, on va utiliser un modèle d'options que j'ai là sous la main. Hop. Avec donc les différentes informations suivantes. Et là, on a une erreur, oui, j'ai pas mis de égal, c'est logique. Et voilà, donc on a les différentes options pour se connecter en utilisant PDO. Je vous mettrai en description un article avec en référence
modèle pour utiliser PDO et l'explication sur l'intérêt de ces différentes options pour la connexion, sur la gestion des erreurs, sur la gestion des objets, etc. Donc on va initialiser la connexion à l'aide d'un try catch, donc try entre accolades, et donc on va créer une nouvelle variable qui va stocker le résultat de cette tentative de connexion, qui sera un new PDO. Donc on n'oublie pas l'anti-slash, et même chose pour les options pour faire référence à la classe PHP. Donc new PDO, et dans ces informations, entre parenthèses, on va donner les différentes informations. Donc d'abord le data source name, ensuite l'utilisateur, le password et les options. Tout simplement. Ensuite, on peut echo pour vérifier que notre connexion fonctionne bien. Echo database connection. Je sais jamais si connection c'est CT ou avec un X. Il me semble qu'en anglais c'est un X. Connection, database connection established. Et pour les informations qui viendront après, on va mettre un petit séparateur. Ensuite, on va catcher les erreurs grâce à catch. Et on va catcher ça grâce à la classe PDO, la classe PHP PDO exception. Je sais plus si c'est XC exception. Et on va stocker ça dans une variable $e pour récupérer le message d'erreur. Et donc entre accolades, on vient renvoyer throw $PDO exception. Et j'oublie pas de mettre new avant, c'est une nouvelle exception. Et on va stocker entre parenthèses donc le message et le code d'erreur grâce à la méthode getMessage. Hop, et $e getCode. Tout simplement. Et on peut fermer avec un point virgule. Et voilà, on a une instance de connexion à la base de données, donc on va pouvoir la tester tout de suite grâce au terminal. En effectuant la commande php apt db con db.php. On valide, et on a en résultat database connection established. Tout fonctionne correctement, et on va pouvoir passer à l'étape suivante, la création des différentes tables de la base de données. Donc pour ça, on va créer un nouveau fichier dans notre dossier db, qu'on va nommer create db.php. Dans ce fichier, on va commencer par récupérer la connexion. Donc on va mettre un petit commentaire. Et on va récupérer la connexion grâce à un require du fichier con.db.php. Une fois la connexion récupérée, on va pouvoir effectuer une première requête, mais on va mettre un commentaire avant pour créer la table utilisateur. Donc create users table. On va effectuer une requête à l'aide de PDO qu'on a récupéré grâce au require. Une requête exec. Et donc non pas une requête préparée. Create. Il faut mettre bien sûr des guillemets, double ou simple comme vous voulez. Create table users. On va renseigner les différentes colonnes entre parenthèses et laisser un espace car on va spécifier le moteur de cette table SQL. Donc ce qui sera engine égale InnoDB, et on va renseigner également le jeu de caractères par défaut qui va être default charset égale UTF-8 MB4. Et on peut déjà mettre un point virgule. Et entre nos parenthèses, juste après le nom de notre table, on va pouvoir renseigner les différentes colonnes de notre table. Donc on va commencer par renseigner la clé primaire.
donc qui sera l'ID, qui sera un entier qui on va écrire correctement notre requête, donc un entier qui s'auto-incrémentera, qui ne pourra pas être nul, et donc qui sera la clé primaire. Tout simplement. On met une virgule pour rajouter une colonne. La deuxième colonne de notre utilisateur, ce sera son username, qui sera donc un varchar de 255 caractères, qui sera également notre nul. Ensuite, on va avoir un slug pour notre utilisateur pour afficher son profil, avec un varchar de 255 caractères not nul, on va recopier tout simplement. On va avoir un email, mais avant on va mettre d'abord l'image mise en avant. Featured image, qui sera également un varchar, car on va stocker le nom de l'image et non pas l'image en soi. Ensuite, on va stocker, donc comme je vous le disais, un email dans un varchar de 255, un numéro de téléphone dans un varchar de 255, et on vérifiera et on validera les données à la soumission, et non pas directement sur la base de données, donc grâce à PHP. Donc je vous disais, on a besoin, récapitulons, pour l'utilisateur, on a besoin d'un ID, d'un username, d'un slug, d'une image mise en avant, d'un email, d'un numéro de téléphone. On va rajouter un contenu, donc content, qui sera non pas un varchar mais un texte, tout simplement. Un texte not nul. On va avoir besoin d'un password pour notre utilisateur. Un password qui sera un char de 255, ça devrait suffire pour le hachage qu'on utilisera au moment où on l'utilisera, tout simplement. Not nul également pour le password. Et que je n'oublie rien, j'ai aussi un petit schéma de base de données au-dessus, donc on aura également un rôle, donc avec plusieurs possibilités, donc on va utiliser enum, et on aura le choix entre auteur, virgule, sans espace, admin, virgule, et subscriber. Et on va également définir le rôle par défaut, qui sera donc default, qui sera donc subscriber. Maintenant qu'on a spécifié le rôle, il reste à spécifier la date de création de l'utilisateur, donc grâce à created, en créant une colonne created at, et ce sera un timestamp. Et par défaut, on spécifiera que ce sera l'heure et la date actuelle. Et donc là j'ai fait une erreur, j'ai mis un point virgule alors que c'est tout simplement une virgule. Et on doit avoir, on a notre première table de créer. À la fin, on pourra echo user. On va mettre tables user virgule pour nous préciser que tout s'est bien passé. Et on va pouvoir tester notre script tout de suite en effectuant la commande, en exécutant le fichier createdb.php, toujours dans le dossier appdb. J'avais oublié de sauvegarder le fichier, donc on va réexécuter. Donc on a database connection established et derrière vient s'ajouter tables user virgule, donc ce qui veut dire que la table utilisateur vient d'être créée. On va pouvoir vérifier ça directement dans phpMyAdmin en allant dans la base de données, et donc on a une nouvelle table user qui utilise le moteur InnoDB et le jeu de caractères UTF-8 MD4. Donc tout va bien. Si on rentre dans cette table utilisateur, on a les différentes colonnes qu'on a précisées tout à l'heure, donc tout va bien, tout simplement.
On va retourner sur notre fichier et on va créer donc on va d'abord créer un fichier supplémentaire pour supprimer notre base de données, parce que étant donné qu'on va la recréer, cette base de données, en rajoutant des informations, on peut la mettre à jour pour ajouter des colonnes, on devra d'abord la supprimer avant de la recréer. Donc on va automatiser ça grâce à un script qu'on va nommer delete db.php. Donc même chose, on ouvre les balises, on se connecte, en effectuant un require de con.db.php. Une fois qu'on est connecté, on peut effectuer une première requête grâce à pdo exec. Et donc ce coup-ci, ça va être une suppression de base de données, une suppression de table. Donc on va utiliser la commande drop, la requête SQL pardon, drop table et le nom de la table derrière. Donc nous, ce sera user, tout simplement. Si on exécute ce fichier, la connexion à la base de données a été établie et il nous a bien de supprimer notre table. On peut également rajouter un petit écho pour savoir ce qu'on fait et ça va être, on va afficher database tables deleted successfully. On va continuer avec la création de la base de données. Donc deuxième étape, on va créer la table des articles, des posts. Donc post table. Là, on remplace tout simplement le nom. On va également avoir un ID qui sera un entier, en primary key pour nos posts. On n'aura pas besoin de username, par contre on aura besoin du user ID qui permettra de faire référence directement d'un user ID qui fera référence directement à l'utilisateur qui a créé, donc qui est propriétaire de cet article. Donc le user ID ce sera un entier qui sera par défaut nul, tout simplement. Ensuite, on n'a plus besoin de password, non, on a besoin d'un slug qui sera toujours un varchar, on a toujours besoin d'une image mise en avant, du contenu, mais on n'a plus besoin d'email ni de rôle. Donc on va supprimer tout ça. On a toujours besoin de la date de création pour l'article, par défaut qui sera l'heure actuelle. On va également ajouter un comportement lorsqu'on mettra à jour et lorsqu'on supprimera notre article. Donc on va également ajouter un comportement à la suppression de notre article. Donc on update current timestamp. Et comme ça, on reprend la nouvelle heure de la mise à jour. On peut mettre donc une virgule. Je reprends mon schéma. Donc on a un ID, un user. On aura besoin d'un title qui sera un varchar. Donc pour notre article, une image mise en avant, le contenu, on va avoir besoin également d'une colonne published qui sera un petit entier, donc tiny int, ce sera soit 1, soit 0, et par exemple 0, l'article n'est pas publié, on considère que c'est un brouillon, et 1, l'article est publié. Donc un petit entier, on va mettre note nulle tout simplement. OK pour published, et enfin on va créer une foreign key pour relier les articles aux posts. Les posts, pardon. On va créer une foreign key, donc une clé étrangère, pour relier nos posts et nos utilisateurs. Donc, foreign key, donc c'est user ID, qui fait référence, references, à la table user et à la colonne ID, tout simplement. Lorsqu'on supprimera un article, il n'y aura pas d'action, et lorsqu'on mettra à jour, même chose.
Et donc là, pas de virgule car c'est la dernière colonne. Toujours même chose, on utilise le moteur InnoDB avec en caractère par défaut l'UTF-8 MB4. Donc notre table utilisateur est créée, notre table post est créée. Je vais supprimer le terminal pour que qu'on puisse avoir plus de place. Et donc on va créer la table commentaire. Donc Comments Table. Il y aura toujours un ID pour nos commentaires. On n'aura pas besoin de User ID, on va utiliser à la place un pseudo. Qui sera donc un varchar not nul. Et comme ça, les personnes n'ayant pas, tout le monde pourra poster un commentaire, même les personnes qui n'auront pas de compte, ils pourront renseigner directement leur pseudo dans le formulaire de soumission. On aura un titre pour notre commentaire, on n'aura pas besoin de slug car il sera directement sur la page de nos articles, et donc on utilisera le slug de nos articles. Il n'y aura pas non plus besoin d'images mises en avant, il y aura un contenu, une date de création, et si l'article a été publié ou pas. Et on n'a plus besoin de clés étrangères pour cette table. Ici, j'avais pas modifié, mais c'est la table post qui a été créée avec succès, et on va pouvoir enlever table devant. Même chose ici, et là, ce sera la table comments. Voilà pour notre table comments, et on va terminer avec une table pour nos catégories. Create categories. Table. Categories. Il y aura également un ID. Les catégories n'appartiendront à personne, elles auront un titre, un slug, une image mise en avant, leur contenu, leur description. Il n'y aura pas nécessairement besoin de date de création et elles seront automatiquement publiées. Et donc on n'aura plus besoin non plus de notre clé étrangère pour les catégories. On n'oublie pas de supprimer la virgule car c'est notre dernière colonne. Et on utilisera toujours le même moteur. Ici, on vient remplacer par Categories. Et notre table Categories est faite. Pour notre base de données, il ne nous reste plus qu'à créer des tables de jonction ou de liaison qui nous permettent de faire le lien entre nos différentes tables en utilisant donc des références et donc des clés étrangères, des foreign keys. Donc la première table qu'on va créer, je fais n'importe quoi, create post comments table. Donc on va lier les posts avec des commentaires. Donc toujours la même chose, on utilise PDO et on va exécuter une requête create table post comments et on va mettre toujours la même chose entre parenthèses et on peut spécifier le moteur qu'on utilise, donc engine. On va recopier ça tout simplement. On peut rajouter le point virgule pour éviter les futures erreurs. Et donc dans cette table, on va venir renseigner tout simplement une première information, une première colonne qui sera l'ID du post, donc le post ID, qui sera un entier dans un premier temps. Et non, on aura également un comment ID qui sera également un entier. Maintenant que nous avons nos deux colonnes, on va les définir en clé primaire. Une fois qu'on a renseigné ça en clé primaire, nous allons créer nos différentes règles, donc des contraintes. La première, constraint, on va lui mettre un acronyme devant, FK pour foreign key, pour le post. Donc on va ajouter foreign key du coup. De post ID et donc qui fait référence à post ID tout simplement et à l'action donc on update ce sera en cascade
et on delete, ce sera restrict. Et donc, on met une virgule, et on peut copier ça sans la virgule, car ça va être notre dernière... D'ailleurs, j'ai oublié une virgule ici. Et donc, on crée une deuxième contrainte pour les commentaires, vous l'avez deviné, qui prendra en foreign key le comment ID, qui fera référence à la table comments, même chose, on update cascade et on delete restrict. Et maintenant on va pouvoir dupliquer ce modèle. Avant je vais ajouter echo post comments, toujours avec une virgule parce qu'on aura encore des tables derrière. On va pouvoir dupliquer ça. Et donc là on va maintenant lier donc les utilisateurs aux articles user avec post. Donc on remplace le nom de la table. Ensuite on va d'abord avoir un user ID et un post ID qui seront toujours des entiers. En foreign key on aura user ID et post ID. La première contrainte qu'on va créer, c'est pour user, qui sera la foreign key de user ID, qui fait référence à la table users. Même chose pour le comportement, et la deuxième, ce sera bon pour les posts, ce coup-ci, fkpost, qui sera la foreign key de post ID, qui fait référence à la table post avec un s ID, et on pourra afficher user post. Et on a lié les posts avec les utilisateurs. Et on peut terminer avec, en copiant cette table pour... Donc on a fait les posts et les commentaires, les posts et les utilisateurs, il nous reste les posts avec les catégories. Donc, on va créer une table post categories. J'ai fait n'importe quoi. Post categories. Et ce coup-ci, ça va être post ID categories ID. En foreign key, on aura post ID, category ID, bien sûr. On refait la même chose de toute façon. En contrainte, donc la première sera fkpost, qui fera référence à la table post avec un s. Même chose pour le comportement. Et enfin, catégorie, qui fera référence à category ID, qui fait référence, non, qui sera la foreign key de category ID et qui fait référence à la table categories et à la colonne ID. Même chose pour le moteur, on vient changer le echo qui va être donc post categories. Et vu que c'est notre dernière table, where created successful. Et nous venons de terminer le script de création de notre base de données. On va vérifier, faire une petite relecture qu'il n'y a pas d'erreur. Ici, pas de virgule, là c'est bon. Les différentes informations, catégorie, etc. Normalement, tout devrait être correct. On va vérifier ça tout de suite en exécutant notre script. Donc, dans notre terminal, on va vérifier déjà qu'on n'a plus de table dans notre base de données. Donc là, on n'a aucune table. Et donc, on va pouvoir exécuter php dans le dossier app db/create db.php. Donc la connexion a été établie correctement et nous avons la table utilisateur et post qui ont été créés correctement et on arrive sur une erreur de syntaxe près de engine inodb default char certificate 8 md4 à la ligne 8.
dans notre dossier. Donc on a créé les users et les posts, et arrivé sur la table comments, on a une erreur parce que j'ai fait la fameuse erreur de la dernière virgule. Donc on peut valider, on va vérifier les suivantes. Ici il n'y en a pas. Donc on va pouvoir supprimer nos deux tables. On avait créé, donc on a créé user et post. User et post tout simplement. Donc on va les supprimer en exécutant le fichier delete db.php. Et donc maintenant qu'on a des foreign keys, on est obligé de les désactiver avant d'effectuer la suppression. Et ça, on va pouvoir le faire grâce à une requête également, donc pdo exec. Et donc on va utiliser la commande SQL set foreign key check avec un s égale 0. Et donc là, nos foreign keys ne seront plus activés et on les réactivera après la suppression des deux tables. On sauvegarde, on relance la commande, et donc là, database connection established, et ensuite database table deleted successfully. On a supprimé nos tables, et on va pouvoir les recréer à partir du script. Donc je le relance. Connexion établie à la base de données, les tables utilisateurs, posts, commentaires et catégories ont été créées correctement. Et donc là, on arrive sur une nouvelle erreur. On voit qu'on a rédigé notre table correctement, donc les deux clés primaires post et comment sont renseignées. Les contraintes fkpost pour post id qui fait référence à la table post id. Je pense que l'erreur doit venir du moteur, donc on va pas spécifier le moteur pour nos tables de liaison. Et on va recréer tout ça. On sauvegarde. Et donc on va pouvoir modifier notre fichier delete vu qu'on a des nouvelles tables. On a créé deux tables en plus. Une table comments et une table categories. Qu'on supprime tout de suite. On a supprimé toutes nos tables et maintenant on va recréer notre base de données avec les modifications. Et donc là, tout se passe correctement, database connection established, tables, user, post, comment, categories, post, comment, user, post, post, categories were created successfully. Félicitations si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau du tutoriel, car vous venez de créer la totalité de la base de données. On pourra réutiliser ces fichiers pour la modifier plus tard si vous souhaitez ajouter des colonnes, en supprimer, et à l'inverse, on n'aura plus qu'à faire tourner nos petits scripts. Tout simplement, on va en créer dans la prochaine vidéo pour nettoyer notre base de données et la remplir. Donc ce sera la thématique, comment générer des données de test, les intégrer dynamiquement pour créer par exemple une centaine d'articles, une quinzaine de catégories, des utilisateurs, fake, etc. Et tout ça en le faisant rapidement. On peut aller faire un tour sur notre base de données pour voir à quoi ça ressemble maintenant. Donc on va se déconnecter tout simplement. On renseigne de nouveau notre mot de passe. Pour voir à quoi ressemblent les différentes tables qu'on a pu créer jusqu'à maintenant. Donc dans la base de données blockdb_tthd, nous avons les différentes tables avec donc categories, comment, post et user, et les trois tables de lésion, post categories, post comment et user post. Notre table post par exemple, on va pouvoir regarder avec les colonnes, ce sera plus sympa. On a dedans une clé primaire ID avec user ID, une clé qui est utilisée par des foreign keys, un title, un slug, les différents éléments qu'on a renseignés, avec les valeurs qui pourront être spécifiées en face. Et pour une table de liaison comme post categories, on a deux colonnes avec d'un côté un post ID et d'un autre côté une catégorie ID. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir une notification quand le prochain tutoriel de cette suite sortira. Et vous pouvez également liker, commenter ou partager, ça me montrera que vous appréciez la formation et ça m'aidera à me lancer. Donc merci à tous ceux qui le feront. Moi je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Salut!